Le S&P 500 semble aujourd'hui indétrônable pour investir sur les marchés boursiers. Ce rouleau compresseur constitué des 500 plus grandes entreprises de la première économie mondiale, les États-Unis, écrase inlassablement toute concurrence des bourses européennes, japonaises ou même chinoises depuis 2 décennies. Mais une menace bien réelle à cette hégémonie semble prendre forme ces dernières années. Et si le S&P 500 et les bourses américaines au sens large étaient aujourd'hui un mauvais choix d'investissement pour la décennie à venir? Dans cette vidéo, je te donne tous les éléments pour que tu puisses toi-même juger si cette menace est réelle ou si, au contraire, le S&P 500 se servira de cet élément pour asseoir sa position dominante sur le reste du monde. Pour finir, je te donne 3 alternatives pour équilibrer ton portefeuille en conséquence. Alors, devons-nous vraiment fuir le S&P 500 à l'heure actuelle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. 13% annualisé. C'est la performance du S&P 500 au cours des 10 dernières années. Titanesque. Une telle performance permet en effet de doubler son capital investi tous les 5 ans. Et c'est ce qui s'est produit si vous avez acheté le S&P 500 il y a 10 ans, transformant par exemple 10 000 € en 38 000 € aujourd'hui. Certains pourraient penser qu'il s'agit d'une anomalie, une excroissance temporaire. Il n'en est rien. Quel que soit l'horizon temporel d'observation, on retrouve des performances exceptionnel. 11% annualisé sur les 30 dernières années et près de 10% par an depuis plus d'un siècle et demi. Pourtant, la totalité des banques d'affaires anticipe que les performances du S&P 500 sur la décennie à venir seront comprises entre 3 et 7% par an, soit entre 2 et 4 fois plus faibles que ceux que nous avons connus au cours des 10 dernières années. Ces prévisions sont indiquées en bleu à l'écran, la plus faible étant celle de Goldman Sachs en vert. Le tout est superposé avec la performance réelle, historique, en gris clair. Des prévisions choquantes. Certains parlent même d'une décennie perdue, c'est-à-dire une performance proche de 0 une fois l'inflation déduite. Quelle est donc la cause de cet assombrissement des perspectives à venir pour le S&P 500? Ces dernières années, les performances incroyables d'indices boursiers comme justement le fameux S&P 500 ont amené de nombreux investisseurs à diriger leur épargne vers des fonds répliquant passivement et à moindre frais ces indices, plutôt que de prendre le risque de choisir directement leurs actions. Acheter le marché global via des ETF est devenu la norme. Ces ETF concentrent désormais plus de la moitié des nouveaux investissements réalisés dans le monde aujourd'hui. Et cela pose problème. En effet, la plupart des indices ainsi suivis sont pondérés par capitalisation. Plus une entreprise est grosse, plus elle occupe une place importante dans l'indice. Lorsque vous investissez 100 € dans le S&P 500, vous achetez en réalité indirectement pour 7 € de Nvidia, qui est la première capitalisation américaine, et seulement 1 centime de Walgreens Boots, une chaîne pharmaceutique aux États-Unis classée 500e entreprise. Et lorsque la majorité des investisseurs agissent ainsi, sans réfléchir aux entreprises dans lesquelles ils investissent, leurs fonds se dirigent majoritairement vers les plus grosses sociétés existantes dans l'indice, augmentant toujours davantage la valeur des actions et des entreprises en question. Ce qui renforce bien sûr leur hégémonie au sein de l'indice via un cercle sans fin qui se met en place. Les grosses capitalisations phagocytent ainsi la majorité des flux monétaires, renforçant la concentration des indices en attirant toujours plus de capitaux. Au cours du premier semestre 2024, les 7 plus grandes entreprises du S&P 500, baptisées les 7 magnifiques, à savoir Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta et Tesla, ont progressé en moyenne de plus 31%. Les 493 entreprises restantes de l'indice n'affichent-elles qu'une maigre performance à 7,4% par an. Et comme si ce n'était pas suffisant, parmi ces 7 leaders, 3 concentrent particulièrement la hausse, à savoir Google, Microsoft et Nvidia. Ces 3-là ont à eux seuls une performance moyenne de 49% sur la période. Impressionnant. Mais on se rend surtout compte que l'immense majorité de la performance du S&P 500 provient de 3 entreprises seulement, 7 tout au plus. Les 493 restantes tirant la performance vers le bas. Quel que soit l'indicateur choisi, le S&P 500 a rarement été aussi concentré, que ce soit en mesurant le poids des 10 premières entreprises au sein de l'indice, qui atteint aujourd'hui 36%, ou encore en faisant le ratio entre la plus grosse capitalisation, Nvidia aujourd'hui, et le reste de l'indice qui ressort toujours au plus haut depuis plus
d'un siècle. Si vous pensez investir sur un indice diversifié en achetant du S&P 500, en réalité 20% de votre investissement est aujourd'hui concentré sur 3 entreprises seulement. Est-ce un problème? Historiquement, en tout cas, ce fut le cas. Lorsqu'un indice est concentré, sa volatilité augmente. Et cela se comprend, car la performance repose sur un plus petit nombre de composants, ce qui accroît les secousses. Savoir si la volatilité va se matérialiser plutôt à la hausse ou à la baisse dépend bien sûr des performances à venir des leaders de l'indice. À l'heure actuelle, les 7 magnifiques ont des marges vraiment insolentes qui se traduisent par des retours sur investissement massifs pour les investisseurs. Mais historiquement, des entreprises leaders avec de fortes marges ont tendance à voir ces dernières diminuer au cours du temps. Tout simplement, d'autres entreprises viennent concurrencer un monopole qui est devenu trop juteux, s'emparant de parts de marché et forçant le leader historique à réduire ses marges. C'est ce que l'on observe en tout cas historiquement avec des baisses de croissance et de profitabilité pour les entreprises présentant les plus fortes croissances à un moment donné. Et cela s'est, par le passé, répercuté sur les cours de bourse. On voit ainsi que plus le S&P 500 est concentré, moins la performance sera bonne pour la décennie suivante. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau de concentration rarement vu par le passé. C'est ce qui justifie la prévision de Goldman Sachs pour le S&P 500 à 3% annualisé pour la prochaine décennie. Partant de là, le S&P 500 aurait alors une chance sur 3 de présenter une performance nette d'inflation négative sur la décennie à venir. Les obligations auraient également 3 chances sur 4 de surperformer le S&P 500. Au moment où je tourne cette vidéo, les obligations américaines, puisque l'étude se concentre sur les États-Unis, rapportent 4,5% par an et les obligations françaises sont à peu près à 3,5% par an. Ces taux étant facilement verrouillables pour 5, 10 ou 20 ans via des ETF obligataires ou directement l'achat d'obligations, la question de continuer à investir dans le S&P 500 aujourd'hui peut légitimement se poser. Faut-il fuir le S&P 500 ou persister dessus? Je pense que personne ne peut nier que le S&P 500 se paye actuellement très cher par rapport à son historique et aux bénéfices des entreprises qui le composent. Et par sa concentration, son avenir est désormais suspendu à celui des 7 magnifiques. On notera par ailleurs que ces 7 entreprises sont considérées par beaucoup comme les mieux placées pour bénéficier du boom de l'intelligence artificielle et réalisent d'ailleurs de gros investissements actuellement dans ce domaine. L'avenir de leurs bénéfices est donc, à mon sens, intimement lié au succès du développement de l'intelligence artificielle. Si vous pensez qu'il s'agit d'une véritable révolution, au même titre qu'Internet dans les années 2000, alors investir dans le S&P 500 reste, à mon sens, totalement justifié. Également, le S&P 500 reste pertinent si vous pensez que les 7 magnifiques ont les armes pour maintenir leur monopole respectif et donc leur marge et croissance de bénéfices. Même si par le passé, on l'a vu, les résultats ont tendance à se tasser pour ce type d'entreprise à forte croissance, on pourrait argumenter qu'il s'agissait alors principalement d'entreprises industrielles lourdes. Nous n'avions jamais eu, avant aujourd'hui, des entreprises capables de générer autant d'argent avec aussi peu de salariés et de dépenses fixes. Peut-être que nous sommes tout simplement face à un changement de paradigme et que les 7 magnifiques ne sont tout simplement pas prêtes de ralentir et ont même la capacité d'améliorer encore davantage leurs marges et leurs bénéfices en progressant toujours davantage dans leur efficacité, aidés bien sûr par l'intelligence artificielle. Cependant, si vous êtes plutôt sceptique sur ces développements, laissez-moi vous proposer quelques pistes potentielles pour diversifier votre allocation. Pour commencer, si vous croyez profondément dans l'économie américaine, mais que la concentration du S&P 500 vous gêne, vous pouvez investir dans un indice équipondéré plutôt que dans le S&P 500 qui lui est pondéré par capitalisation. Par exemple, le iShares S&P 500 Equal Weight vous permet d'investir dans les mêmes entreprises que le S&P 500 classique, mais celui-ci donne le même poids à chaque entreprise. Ainsi, Nvidia pèsera autant que la plus petite entreprise de l'indice, à savoir autour de 0,2% pour chacune. Ce type d'ETF limite de facto l'impact des 7 magnifiques, si vous ne croyez pas vraiment à la poursuite de leur envolée boursière. Un S&P 500 Equal Weight vous permet d'ailleurs d'investir dans des entreprises moins valorisées. Les 10 premières entreprises de l'indice se payent en effet actuellement 31 fois leur profit annuel, ce qui historiquement est très cher, contre seulement 19 fois les profits pour les autres
compagnie. Historiquement, ce type d'indice n'a d'ailleurs sous-performé le S&P 500 classique que 22% du temps, et nous sommes actuellement dans une zone de sous-performance historique. Donc si vous croyez à un retour à la normale, un indice equal weight pourrait prendre tout son sens. Une autre possibilité serait tout simplement de diversifier votre position géographique en investissant sur un ETF Europe avec par exemple le Amundi Stocks Europe 600 ou un ETF émergent avec le iShares Core MSCI Emerging Market, le tout aux côtés de votre ETF S&P 500. Cela permet de diluer votre exposition aux 7 magnifiques tout en équilibrant votre allocation géographiquement. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez réduire le risque global de votre portefeuille en investissant une partie de ce dernier en obligations d'État ou d'entreprise. Celles-ci vous permettent de verrouiller entre 4 et 7% annuels sur différentes durées si vous investissez via des ETF obligataires par exemple. On peut ainsi citer les obligations d'État américaines avec le Vanguard USD Treasury Bond Euro Hedge Accumulating. Les fonds euros des assurances-vie ou des plans épargne-retraite peuvent également jouer ce rôle. Et si tu veux bâtir une vraie allocation combinant actions, obligations, or, crypto, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je t'explique en détail comment tu peux le faire très facilement. Rien ici n'est en conseil en investissement, les performances du passé ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte risque de perte en capital.